On repart les amis. Erwan, je voulais, parce que la discussion était passionnante, donc j'ai pas, mais comme nous avons quand même un espèce de maître étalon du libéralisme avec Erwan. Hein, c'est dans un tube à essai, c'est conservé, etc. Il faut le garder. Et j'ai et j'ai vu que c'était un débat au sein des libéraux profonds autour du pass sanitaire et autour de l'obligation vaccinale. J'ai lu des choses passionnantes sur les libertés publiques, le respect des libertés publiques, etc. Comment est-ce que toi tu considères ça Sur le débat, il y a deux choses. Il y a des questions qui peuvent légitimement se poser sur le pass sanitaire. Parce qu'effectivement, c'est une mesure de contrôle de la société et moi je trouve assez sain qu'on puisse en débattre. Et d'ailleurs, que le Parlement aurait dû en débattre peut-être en question de liberté publique. Bon. Et ça, il y a ce premier point. Il y a un deuxième point qui est les débats des libéraux entre eux sur les réseaux sociaux, qui sont généralement... Enfin, vous avez deux libéraux autour d'une table, il y a au moins 3 points de vue absolument incompatibles les uns avec les autres. Il faudrait en inviter d'autres que moi qui connaissent mieux que ça, mais les convoquer sur les questions de politique monétaire, ils en viennent presque aux mains. Il y a une forme de... Il y a en fait un conflit entre la recherche d'un libéralisme pur qui est, moi je trouve, intellectuellement extraordinairement séduisant. Ça va même plus loin, c'est les Nozick, ça va beaucoup plus loin que Hayek, Friedman et autres. C'est vraiment les libertariens. C'est intellectuellement passionnant parce que ça oblige à interroger notre relation à l'autorité, notre relation à la liberté. Tout à fait. Mais ce que je reproche à cette réflexion, c'est que c'est absolument pas applicable en pratique, parce que parce qu'il y a une forme de contradiction en fait dans leur réflexion. C'est que leur réflexion part du principe que les individus sont dans des relations contractuelles entre eux et que tout devrait être fait de relations contractuelles. Ouais. Enfin, la société, c'est pas ça en fait. La société, il y a une forme de contrat collectif. On peut le déplorer, on peut vouloir le rendre un peu plus libéral, mais de fait, les sociétés démocratiques, elles n'existent que par cette forme de contrat collectif. Et mon analyse est qu'à partir du moment où on entre dans un contrat collectif, il y a un certain nombre de contraintes qui vont avec. Et d'ailleurs, c'est un de mes sujets, c'est plus on investit l'État de responsabilité, plus il est légitime qu'il nous contrôle. Et à partir du moment où on est dans ce contrat collectif, il y a des obligations. Et la liberté, ça ne peut pas être, de mon point de vue, ça ne peut pas être je fais ce que je veux comme je veux. Parce que ça s'appelle l'irresponsabilité. Effectivement, on peut souhaiter toujours garantir aux individus la plus grande liberté, mais ça ne peut pas tomber dans l'irresponsabilité. Et aujourd'hui, pour la vie collective, on voit bien que d'abord, le débat démocratique semble être assez clair sur le fait que les gens soutiennent le pass sanitaire en réalité. Et ensuite, que pour que la vie se réorganise, il faut une contrainte temporaire à la liberté. Mais j'écris ça sur les réseaux, je vais me faire insulter par tous les libéraux. Non, mais j'aime bien, moi j'ai lu un parallèle avec le code de la route qui me plaisait beaucoup. Voilà, il faut le code de la route pour permettre la liberté de circulation en fait, et pour permettre la grande liberté qu'offre aujourd'hui l'automobile. Là où, ce que disent les libertariens, ils ont l'exemple des feux rouges pour ça. Ils disent, vous mettez des feux rouges, il y a des embouteillages. Vous laissez les gens s'organiser librement par des formes de contrats implicites, ils vont trouver la circulation. C'est peut-être vrai dans certains cas. Je pense que quand on est sur un nombre si important de personnes qu'est une nation, il faut des formes de contraintes et d'obligations. Alors, de là à en venir au discours d'Emmanuel Macron qui dit que les obligations, ça passe avant les libertés ou les droits, je ne suis pas complètement... Il n'y a aucune nation qui tienne si chacun demande ses droits avant de savoir quel devoir il a à l'égard de la nation. Moi aussi, j'ai été très surpris par cette phrase qui est quasi militariste, en fait. Il a même dit plus, parce que comme la phrase était à l'ordre du jour, je suis allé rechercher l'ensemble des citations. Ouais. Il a dit « Les devoirs d'abord, les droits viendront ensuite. Nous avons d'abord des devoirs à l'égard de la nation. Une fois ces devoirs remplis, nous pouvons nous interroger sur les droits. » T'as l'impression que t'es en 1914. Moi, c'est un discours que je ne peux pas entendre. Ouais. C'est pas une société... Enfin, on comprend ce qu'il veut dire, mais exprimer de cette façon-là, c'est pas un modèle de société démocratique. Ah bah on est d'accord. Mais il y a deux choses, enfin si je peux me permettre. Tu es là pour il y en a probablement 6 ou 7, mais bon. Emmanuel Macron a aussi un discours qui est un discours politique, en l'occurrence. Il parle à une partie des électeurs. Mais celui-là, il est ultra régalien quand même. Enfin, c'est... Oui, il est ça va régalien. très très loin dans le régalien. Il est régalien.
régalien, mais depuis longtemps, et plus encore dans cette période de pandémie, on a une aspiration, une partie des Français, à une sorte, à de l'autorité, à de l'ordre, à des repères. Bon, voilà. Mais ce qui se comprend très bien aussi, au-delà des valeurs idéologiques de chacune et de chacun, on est dans un monde en chaos, un monde bouleversé, un monde de l'incertitude, et donc on veut remettre de l'ordre dans ce monde de l'incertitude. Bon, c'est la première chose. Et la deuxième chose sur le sujet que vous évoquiez tout à l'heure, qui est passionnant, et au-delà des libertariens, il se trouve que moi j'ai beaucoup travaillé dans le cadre de Via Voice sur les libertés, les contraintes individuelles. En général, alors si on tient compte des libertés de la vie quotidienne, rouler en voiture, les limitations de vitesse, la ceinture de sécurité, l'alcool, le tabac, etc. Chaque mesure est considérée comme populaire. La plupart des gens disent bah oui, c'est légitime. Mais la cumulation, chaque mesure de restriction de ces libertés. Restriction de ces libertés. D'accord. Si vous dites dans les années 70, il faut mettre la ceinture de sécurité, ah bah oui, c'est bien normal, ça va réduire le nombre d'accidents. Loi E20, etc. Tout ça. Le problème est le cumul. C'est-à-dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui disent on n'en peut plus. C'est-à-dire, et particulièrement, en effet, sur plus particulièrement sur des catégories sociales modestes et plus particulièrement sur des, même si tout ça n'est pas lié, mais sur des catégories sociales contestataires, extrémistes. Et des gens qui disent on ne peut plus vivre. Ouais. Vous nous dites ce qu'il faut boire, vous nous dites ce qu'il faut manger, vous nous dites comment il faut rouler sur la route, vous nous dites ce qu'il faut avoir pour aller dans un restaurant, avoir un pass sanitaire et présenter un QR code. Autrement dit, un sentiment depuis les années 70, parce qu'au fond, quand on prend le cumul des textes qui encadrent la vie quotidienne, on est quand même sur de l'hyper-régalien, on est sur du normatif assez puissant. Donc ils disent, attendez, vous nous faites chier. Pardon, sur Bismarck, on parle poliment, vous nous importunez. Et vous nous importunez d'autant plus que quoi ? Que les gens qui nous imposent ces normes sont des gens d'en haut. Donc moi, j'ai ma vie, j'ai envie de conduire ma bagnole comme je veux, et vous avez des gens d'en haut qui sont prétendus connaisseurs de la vie, qui veulent m'imposer comment il faut vivre. Attendez, ça va. Et donc, non, stop. Et je pense que dans le passé, alors au-delà des libertariens qui ont une vision très structurée, idéologique, intellectuelle, très formatée, très structurée, très construite, il y a aussi des gens qui, au fond, ont un sentiment d'excès du normatif dans leur vie quotidienne. Voilà. Alors, je ne dis pas que c'est bien, que c'est pas bien. Moi, je ne suis pas là pour prendre position, j'ai aucun courage. Mais il y a une réalité là qui est quand même, à prendre en compte. Et ça génère... Alors, ce qui est très intéressant, c'est que ça crée un cercle... un cercle vicieux ou vertueux, je ne sais pas, de contestation du pouvoir. D'ailleurs, au fond, tous ces gens qui nous imposent des normes, les Gilets jaunes, c'est ça en partie, tous ces gens qui nous imposent des normes, qui prétendent connaître ma vie à ma place, et qui prétendent régenter ma vie alors que je n'ai pas envie de leur mode de vie, je les critique, je les dénonce, je les conteste. Et qui, pour aller exactement dans ce sens, et qui dans le même temps envoient un certain nombre de signaux faibles que eux-mêmes, à certains égards, s'affranchissent des normes. Ça, c'est pire que tout, ça. Et ça, je donne un micro-exemple, une micro-anecdote. J'ai une chronique dans l'opinion, et donc j'ai fait une sur les gyrophares autour de l'Assemblée nationale au moment des questions au gouvernement. Allez vous mettre à côté de l'Assemblée nationale, vous avez plein de gyrophares. Tous les gouvernements, ils le font tous, qui arrivent avec les gyrophares. Une seule raison, c'est qu'ils sortent du déjeuner, il faut arriver à l'heure aux questions au gouvernement. Quelle est la raison pour laquelle ils ont besoin d'utiliser le gyrophare ? Ils ne peuvent pas faire comme n'importe quel Français, partir à l'heure, arriver à l'heure, se taper les embouteillages, et Dieu sait qu'il y en a dans Paris, mais plutôt que d'avoir recours à ces passe-droits. Et en fait, parce que c'est un passe-droit, vous avez plein de petits exemples, de micro-exemples comme ça, dans la vie quotidienne, à la vie des politiques qui, même sans s'en rendre compte, renvoient des signaux faibles qu'ils s'affranchissent d'un certain nombre de règles. Sur les gyrophares, elle s'est réglementée par un texte de Bérégovoy qui, à l'époque, commençait déjà, quand il était Premier ministre, en disant « ça insupporte les Français, arrêtez avec les gyrophares ». Alors, tu sais, expérience vécue, je ne sais pas si vous vous souvenez, François Hollande, élu, s'arrête au feu rouge. Vous vous souvenez de cette histoire ? Il dit « je vais m'arrêter au feu rouge ». Il y a eu une séquence comme ça. Et il se trouve que je roule en scooter. Et c'est sa première interview qu'il va faire à France Télévisions. Et aussi, il va aux 20h, voilà, c'est le président normal, il va aux 20h. Et donc, on passe, pardon à ceux qui ne connaissent pas Paris, mais enfin bon. Et donc, on passe sous le pont du Garigliano pour remonter et arriver au siège de France Télévisions. Et il se trouve que je suis au feu rouge et qu'arrive le véhicule présidentiel qui s'arrête au feu rouge. Mais, les amis, il y avait une telle tension, c'est-à-dire les portes étaient ouvertes. Vous aviez des gars donc avec les masques, parce que c'était quand même la protection présidentielle.
J'ai été grand reporter, je peux vous dire que j'ai eu peur. C'est-à-dire, vous vous rendiez compte qu'il arrivait n'importe quoi sur mon scooter, j'en sais rien. C'est pas possible. C'est-à-dire, il faut pas aller, tu vois, c'est juste une petite histoire à raconter comme ça. Il faut pas aller trop loin non plus dans l'idée que le responsable politique est un personnage normal. Et en l'occurrence, d'ailleurs, ils sont arrêtés assez vite de s'arrêter au feu rouge. Je crois que c'était plus dangereux qu'autre chose, quoi. Mais le président de la République, ministre de la Défense, un certain nombre de fonctions régaliennes, ok, mais un certain nombre de députés, d'accord. Et autres. Paul, je voulais vous soumettre un petit graphe, alors que je dois à Twitter d'ailleurs. Vous allez voir ça autour des salaires. C'est donc un citoyen d'ailleurs, un usager de Twitter, qui a fait ce petit calcul. Alors, juste je précise une chose sur ce petit calcul que vous voyez là, c'est qu'il part d'une hypothèse qui est, c'est vrai, je l'ai lu dans les commentaires, une hypothèse un petit peu absurde. C'est-à-dire, penser que quelqu'un qui est au SMIC va être augmenté de 300 €, c'est quand même une augmentation considérable. Bon, et c'est vrai que si l'augmentation est moins importante, son calcul est moins spectaculaire, mais enfin quand même. Une augmentation de 300 €, je résume, coûte 1 500 € au chef d'entreprise, à l'arrivée, une fois qu'on a tout additionné. Et je me disais que, alors, je l'ai dit, ok, peut-être qu'il pousse le bouchon un tout petit peu loin, mais en même temps qu'on concentre là tout ce qu'on vient de se dire, en fait, en termes de fracture, c'est-à-dire la question de la hausse des salaires et cette masse de niches qui fait qu'à un moment, le chef d'entreprise est totalement prisonnier et ne peut pas lui-même verser les salaires qu'il aimerait verser. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez, sur lequel vous avez vous-même des témoignages ou des... Ce sont des sujets dont on parle au quotidien avec les dirigeants, parce que la richesse d'une entreprise, ce sont ses hommes. Ce sont les collaborateurs, ce sont les projets qui regroupent ces hommes, qui les font travailler ensemble, ces hommes et ces femmes. Et il n'y a pas un dirigeant qui m'a dit un jour « j'aimerais réduire les salaires ». Tous les dirigeants ont envie d'augmenter les salaires, de donner des primes. Mais à un moment, il faut que ce soit supportable. Un dirigeant, par définition, il est dans un cadre concurrentiel, sauf quelques très rares exceptions, dans un cadre concurrentiel où qu'est-ce qui va se passer ? Il a peut-être un petit camarade au coin de la rue qui est son concurrent direct, mais il a aussi un concurrent peut-être en Roumanie, peut-être au Vietnam, peut-être au Chili. Et tout le jeu des salaires, toute l'importance de cette notion de salaire, c'est de trouver le meilleur équilibre entre la motivation, garder les meilleurs éléments, les meilleurs collaborateurs, puis d'autre part, rester concurrentiel, in fine, sur un marché de plus en plus mondialisé. Et c'est ça tout l'enjeu. Si on reprend le graphique que vous nous présentez, que vous avez vu sur Twitter, que tu as vu sur Twitter. Qui tourne très bien, je crois que beaucoup de gens l'ont vu. Il est passionnant, je l'ai regardé. Il est absolument passionnant. Et je l'ai regardé avec attention. Il y a un effet de levier qui est effrayant. Incroyable. Puisque finalement, qu'est-ce qu'on dit ? On dit, tu vas avoir une petite goutte, mais moi, ça va me coûter la bouteille. Ouais. C'est embêtant, parce que le dirigeant, il a envie de motiver ses troupes, donc il a envie que le collaborateur, la collaboratrice, elle ait accès à la bouteille. Mais au final, ça coûte très cher, ça a une incidence sur le développement, la croissance, le financement et de quoi on parle finalement ? De l'emploi de demain. Et du chômage de demain. Oui, mais tu comprends bien que le gars qui est aujourd'hui, on en parlait hier, Jean-Philippe Cartier, propriétaire d'hôtel, qui dit 1200 € ou 1300 € par mois pour soulever les matelas, pour nettoyer les chambres, le faire en 20 minutes, etc. C'est pas possible. Moi, j'augmente les salaires, mais il le peut, il est dans le luxe. Voilà, il a le modèle économique qui lui permet de le faire. Mais après, c'est effectivement tous ces gens face à des chefs d'entreprise qui sont désarmés parce que, juste on le dit, mais vous l'avez tous compris, c'est-à-dire que les niches sont telles que dès que vous sortez en fait en gros d'1,5 SMIC, alors vous reprenez quasiment l'intégralité des cotisations sociales qui pèsent sur le travail. Et donc, ce que vous allez donner aux salariés va être totalement mangé par ces cotisations sociales. J'ai l'impression qu'en fait, il n'y a pas de solution quand je vois ce graphique, Erwan. Tu veux rajouter un truc, Paul ? Pardon, oui. Vas-y. Ce que je voudrais dire... On veut tous augmenter les salaires. Mais l'entreprise ne doit pas être l'amortisseur qui va supporter plus que la hausse des salaires. Oui, voilà. Donc, c'est une question d'ajustement des taux de charge. Et ça, c'est dit très simplement... Non, mais parce que cette phrase très simple, une question d'ajustement des taux de charge, est le mal endémique de la France depuis... des dizaines d'années, l'après-guerre. Et qui pèse lourdement sur notre compétitivité dans un très grand nombre de secteurs. Prenez le secteur agroalimentaire et la distribution, qui est confronté à une demande je pense qu'on parlait tout à l'heure de Leclerc, qui est confronté à une demande de prix
toujours plus bas et qui, dans le même temps, est confronté à la demande contradictoire de produire français. Quand les mêmes produits sont faits chez nos voisins avec des coûts du travail ou des coûts salariaux qui sont beaucoup plus faibles, on se retrouve dans des tensions extraordinairement fortes, ce qui fait que même avec la meilleure volonté, on ne peut pas y arriver. Et là, la France a cette particularité qui lui nuit par rapport à ses concurrents européens, et évidemment encore plus par rapport à ses concurrents étrangers, enfin extra-européens. Je parlais de l'agroalimentaire, on pourrait parler de l'industrie. Pourquoi est-ce que l'industrie s'est effondrée en France plus que dans d'autres pays? Évidemment des questions de charge. Pourquoi est-ce que les consommateurs, pourquoi est-ce que quand C'est un débat parce que c'est moins vrai pour l'industrie, Erwan, parce que les salaires de l'industrie sont rarement au SMIC. Et donc, mais c'est un autre débat qu'on aura, évidemment. Oui, le coût du travail est en fait beaucoup moins important dans notre effondrement industriel, on va dire, que dans d'autres secteurs. C'est vrai. Mais il y a des questions de fiscalité, c'est plutôt dans ce sens-là que je le prenais. Mais c'est vrai sur le travail. Mais il y a comme ça il y a un vrai sujet et il y a un enjeu immense qui est celui de savoir comment on peut faire bouger ça, sachant que, comme tu le disais tout à l'heure, on a des dépenses publiques records, une dette qui augmente, un déficit qui n'est pas résorbé. Donc on est dans une seringue qui est compliquée et il y a eu l'espoir en 2017 et peut-être en 2007 que les nouvelles majorités s'attraqueraient au sujet. Les résultats ne sont pas flagrants, même s'il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais les résultats ne sont pas flagrants et on reste dans un tel décalage par rapport à nos voisins que on a un sujet de compétitivité. Mais après, sur la compétitivité, il faudrait aussi qu'on parle de l'éducation, de l'enseignement supérieur. Oui, non, moi je veux juste en rester là parce que le sujet c'était, ce tweet il est arrivé en réaction aux propos de Bruno Le Maire, qui disait les entreprises ont beaucoup reçu, en gros, globalement, et c'est vrai, voilà, les entreprises ont beaucoup reçu, Paul, il faut qu'elles rendent un peu. Et donc, elles augmentent les salaires. Voilà. D'ailleurs, les déclarations de Bruno Le Maire sont intéressantes, là, hier, ce matin, sur la nécessité de participer, c'est cette formulation-là exactement, de participer à la revalorisation des rémunérations, notamment sur des secteurs en tension. Ouais. En effet, mais les chiffres qu'on donne là sont très intéressants. Mais voilà. Parce que ce qui est, je crois, difficile à entendre pour un dirigeant d'entreprise, quelle que soit la taille d'ailleurs, ce sont des choses qui vont presque de soi, cette charge-là, et le fait que ça puisse dissuader de faire des recrutements. C'est-à-dire, au fond, on se dit... parce qu'on parle aujourd'hui d'augmenter des rémunérations. Bien sûr, tout le monde n'est pas favorable à l'augmentation des rémunérations. Enfin, il faut ensuite pouvoir assurer le financement pendant des mois, voire des années. Il faut avoir quand même ça en tête. Donc, c'est pas uniquement là se dire, tiens, en mois de septembre, je vais augmenter tout le monde. Bon. Et au fond, l'ampleur de cette charge financière, puisque c'est ça, peut être aussi dissuasive pour des recrutements. Et beaucoup de gens, j'ai discuté avec des gens de sensibilités différentes sur ces sujets-là, beaucoup de gens n'ont pas ça en tête, et ça se comprend bien, parce que tout le monde, la plupart des gens n'ont pas fait de recrutement dans leur vie, et n'ont pas au fond cette vision d'ensemble de ce que peut coûter véritablement un recrutement. Et donc on est dans une situation, en effet, où le montant des charges dissuade une partie des dirigeants d'entreprise de pouvoir recruter davantage. Alors, on peut le dire ici, mais c'est vrai que c'est un sujet qui est à la fois sensible, parce que ça touche à la vie des gens, parce que beaucoup de gens aussi, et légitimement, souhaitent que leur... super sensible. Enfin, les gilets jaunes, c'est rien d'autre que ça, quand bien même. Sûr, bien sûr, bien sûr. Je travaille toute la journée et je n'ai pas une vie satisfaisante malgré le travail que je réalise toute la journée. Bien sûr. Alors l'une des dernières, sur ce sujet qui est immense, qui est très vaste, etc., en termes d'opinion, l'une des réponses les plus populaires avait été la réponse de Nicolas Sarkozy. Travailler plus pour gagner plus, défiscalisation des heures supplémentaires. C'est la seule solution. Par le travail, on peut s'en sortir. Voilà. En fait, tu crées ce que le merveilleux Jean-Marc Daniel appelle l'exil fiscal intérieur. La prime Macron, c'est de l'exil fiscal intérieur. La défiscalisation des heures supplémentaires, c'est de l'exil fiscal intérieur. Tu n'as pas d'autre moyen, en fait, d'en sortir. Paul, un mot là-dessus ? Je ne peux que rejoindre ton point de vue, et puis je pense qu'on a une vraie convergence d'analyse. Pour reprendre l'exemple que Erwan citait, le secteur agroalimentaire, c'est très intéressant. Qu'est-ce qu'on a découvert ? On a découvert, il y a, je ne sais plus, quelques trimestres, que la balance commerciale du secteur agroalimentaire était devenu déficitaire. Ouais. C'est incroyable. Avec les vins, les céréales, le sucre.
Et c'est Non, dû à on quoi? parlait des années 60, c'était une puissance C'était une qui puissance. semblait inexpugnable, absolument. Et là, qu'est-ce qu'on découvre? Que la balance commerciale française du secteur agroalimentaire est déficitaire, est assez déficitaire. Incroyable. Ouais. C'est dû à quoi? C'est comme les histoires de chêne. Le chêne, il est grandi en France, il est coupé en France, mais la Syrie, elle est en Chine, et toute la valeur ajoutée, toute la partie manufacturée est réalisée dans des pays à bas coût, et les produits nous reviennent. C'est terrible. Et alors, maintenant, ça arrive sur les céréales. On en parle ces jours-ci. Je vais m'inscrire en faux. Non, mais on aura ce débat à la limite, mais il se trouve qu'il y a un secteur sur lequel j'avais travaillé, parce que j'avais trouvé ça ahurissant. C'était autour de la puissance des Pays-Bas. La puissance des Pays-Bas est absolument passionnante, et la façon dont les Pays-Bas contrôlent aujourd'hui une grande partie du marché du porc. Quand tu regardes ce qui s'est passé, comment les abattoirs allemands, comment les éleveurs allemands se sont restructurés, comment les Néerlandais ont investi massivement dans la transformation de l'ensemble de ces produits, et comment les Français, minés par des guerres de coopératives, minés par la frilosité de l'ensemble de ceux qui étaient à la tête de ces entreprises, n'ont rien fait. Donc la responsabilité, en tout cas sur ce point-là, la responsabilité des chefs d'entreprise est très importante, Paul. Voilà. Je ne sais pas ce qu'il en est pour le blé. Je me dis que c'est peut-être un petit peu la même chose. Et que la puissance de la FNSEA, à un moment, a aveuglé tout le monde et qu'on n'a pas fait les investissements qu'on aurait dû faire au moment où il fallait les faire. C'est très intéressant, Stéphane, et je te remercie d'illustrer ce point de vue. Mais on ne m'empêchera pas de penser que le poids des salaires et des charges sociales mais est sur le secteur présent agricole, je sais pas. dans ce sujet, et que quand on fait partir des produits qu'on sait très bien produire et qu'on les fait revenir transformés en France, c'est quand même un peu casse-pied. Ouais, mais c'est aux Pays-Bas qu'ils sont transformés, tu vois. C'est pas dans des pays à bas coût. C'est là que c'est intéressant. Peut-être. C'est là que c'est intéressant. Et de toute façon, je serais ravi qu'on ait la discussion. De toute façon, le fait que notre balance, tu as parfaitement raison, le fait que la balance agroalimentaire de la France soit devenue déficitaire est un truc. Il y a des éléments très. Après, le sujet est très large, donc il ne faut pas être trop long, mais il y a des éléments très structurants dans tout ça. Alors, si vous prenez les données de l'INSEE, pour moi qui le dis, c'est l'INSEE. Sur 1000 personnes, vous avez 350 personnes qui sont salariées du privé, donc qui a priori génèrent de la valeur financière, 200 qui sont salariés du public, donc qui génèrent parfois de la valeur financière, mais beaucoup n'en génèrent pas. Et puis les 450 personnes qui restent, ce sont des retraités, des étudiants, des personnes au foyer, etc. Donc vous avez un tiers de la population âgée de 18 ans et plus qui génère de la valeur financière, et donc qui doit financer tout le reste. Bon, voilà. Donc l'argent, il vient d'où? C'est pas très compliqué. Soit il vient des entreprises, soit il vient des ménages. On a fait un sondage magnifique là au mois de juillet. Nous aussi, Via Voice est capable de faire des sondages magnifiques pour une grande école de commerce qui s'appelle HEC et pour quelques autres médias. Que disent les dirigeants d'entreprise et les ménages? Les dirigeants d'entreprise disent qu'il faut réduire drastiquement les charges sur les entreprises. Les ménages disent qu'il faut réduire drastiquement les impôts et la fiscalité sur les ménages. Très bien. Donc personne ne veut qu'on augmente la fiscalité ou les prélèvements sur soi-même. C'est tout à fait normal. D'où l'explosion de la dette publique. Vous avez un système où vous avez un tiers des gens qui financent, en gros, pour faire les grandes masses, un tiers des gens qui financent tous les autres. Ouais. Les entreprises, et légitimement, veulent une baisse de charges pour elles. Les ménages, légitimement, veulent des baisses d'impôts et de fiscalité pour eux-mêmes. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a que la dette publique. Donc on a une dette publique qui s'envole. Puis ensuite, vous avez des candidats présidentiels qui disent qu'il faut réduire la dette publique. Mais comment on fait? Et ça, c'est je rappelle le rapport Pébro 2005. Le titre, c'était la facilité de la dépense publique, comme ça. Il le disait à mots couverts, mais c'était Tu te souviens du chiffre? Non, je ne me souviens plus. 1000 milliards. Ouais, voilà. C'était 1000 milliards, il fait son rapport et il dit, c'était un des chocs de ce rapport, puisqu'il dit en fait, si on prend le hors-bilan, on ne va pas rentrer là-dedans, on a un banquier, mais si on prend le hors-bilan, on est sans doute plus près de 2000 que de 1000, mais il fait ce rapport quand on est à 1000 milliards de dette publique. J'ai oublié le chiffre, 2800 aujourd'hui? Je n'ai plus le chiffre en tête, mais enfin bref, on ne doit pas être loin de 2800. Mais tous les sujets sont liés, pardon, pour revenir sur le sujet d'origine, qui sont les fractures, etc. Vous avez des gens qui disent « ma situation se détériore, c'est insoutenable, etc. » Et dans le même temps, on dit au fond, on vit au-dessus de nos moyens. La réalité au niveau national, c'est ça. Oui. Donc, comment vous collez les deux? Vous dites on vit au-dessus de nos moyens et vous avez une majorité de gens qui disent ah bah oui mais attends moi j'ai pas ce à quoi j'ai droit. Légitimement d'ailleurs. Légitimement, mais c'est tout ça est légitime. Voilà, il s'agit de blâmer personne. Tu as parfaitement. On vit au-dessus de nos moyens. Ce que dit et vous avez des gens qui disent ah bah oui mais moi je vais vivre moins bien de moi, j'ai besoin d'augmentation de rémunération, etc. Comment on fait? Ben, on fait de la dette publique. Et il y a fort à parier, s'il fallait mettre un jeton, je ne sais pas s'il y a des paris là, on peut faire des paris sur Bismarck, que l'augmentation de la dette publique se poursuive encore longtemps jusqu'à
Jusqu'à ce qu'à un moment, il y ait une alarme qui résonne quelque part, parce que c'est ça qui va se passer un jour, non, Erwan? Là, l'argent est gratuit, hein, donc on ne peut pas non plus reprocher... Probablement que ça ne sera pas gratuit tout le temps, mais jusqu'à ce que... il y en a pour un moment, quand même. Je ne sais pas jusqu'où ça ira, mais ce n'est pas pour rien que la France promeut la mutualisation des dettes au niveau européen. Monsieur le banquier, il y en a pour un moment, quand même, des taux d'intérêt au tapis. Si les conditions actuelles se poursuivent, il y a un consensus autour de taux d'intérêt bas. Mais qu'est-ce qui va arriver demain? On ne sait pas. Ceci dit, il y a un sujet pour la présidentielle. Aujourd'hui, il faut en profiter. Juste alors, non mais présidentielle, parce qu'en fait, c'est un chapitre que je voulais ouvrir, et puis on continuera quand on se reverra, mais est-ce qu'il a raison de se mettre en première ligne, Emmanuel Macron, dans les conditions qu'on vient de décrire là? Il nous reste 4-5 minutes, puisque visiblement c'est ça qui est en train de se passer dans ces dernières semaines d'août et premières semaines de septembre. Se mettre en première ligne. Il va repartir faire un tour de France, voilà, oui, donc ça y est, quoi. Non, mais il a raison, chacun est dans sa logique à lui, donc dans sa logique à lui, il s'occupe du contrôle technique des deux roues, quand même. Le président de la République s'est occupé du contrôle technique des deux roues. Oui, alors mais ça c'est un autre... Enfin, si je... non, mais c'est très légitime. Non, mais au contraire, mais c'est un immense autre débat. Moi, je crois qu'il y a un vrai problème, qui est qu'on est dans du temps court, on a des candidats qui ne font plus des campagnes électorales pendant des années pour devenir président de la République. Bon. Donc vous avez des gens qui sont très bien par ailleurs, c'est pas la question, mais qui cherchent à recréer du lien avec le pays, avec des territoires, avec les scooters, je ne sais pas, les deux roues, etc. Bon, voilà. Si vous lisez les passionnantes correspondantes de François Mitterrand avec Madame Pinjot, François Mitterrand pendant des années sillonnait la Nièvre pour aller voir les gens tous les années 60. Il a une vie quand même un peu compliquée dans cette période-là. Alors il écrivait à Anne le soir parce qu'il s'ennuyait un peu, mais enfin il passait sa vie à aller voir les gens chez eux pour dire comment ça va, qu'est-ce que t'en penses, etc. Il leur tapait sur l'épaule. Il y avait une sorte de symbiose. De Gaulle c'est pareil, Chirac l'a fait en grande partie. Tout ça est fini en grande partie. Aujourd'hui, on a des candidats qui sont beaucoup plus dans le court terme. Donc, ils cherchent à recréer du lien. Et là aussi, ça se comprend. Personne n'est blabla non plus de tout ça. Mais ce lien qui était... Je me souviens, alors, pardon, je ne suis pas obsédé par Lionel Jospin. Je ne sais pas pourquoi, avec vous, le Lionel Jospin me vient à l'esprit. Moi, j'avais vu un électeur... C'est ta jeunesse, quelque part. Non, mais n'y voyez rien n'y voyez pas de second degré. La nostalgie. Je me souviens d'un électeur qui m'avait dit, Lionel Jospin, on ne voit pas la France derrière. C'est magnifique. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, pour nos candidats de manière générale à la présidentielle, on ne voit pas bien la France derrière. Voilà. Et donc, il s'agit de faire de la France derrière. Voilà. Erwan? Oui, c'est magnifique cette phrase. C'est très beau. C'est pas de moi. C'est magnifique. Non, mais puis c'est très vrai. Et c'est l'un des sujets qu'ont tous les candidats et qu'a aussi particulièrement le président de la République, parce que c'est lui qui est. 1 minute 30, Erwan. Il nous reste 1 minute 30. Incarner le collectif. Et aujourd'hui, il n'y a pas de politique qui parvienne. Et en plus, dans le cas du président, il n'a pas réussi à créer un parti très présent dans l'ensemble du territoire, donc il n'a pas d'autre choix que d'y aller lui-même. Non, mais on voit même qu'il y a un certain ressentiment, je me mets à parler comme vous, là, avec des... Non, il y a un très fort ressentiment contre sa propre personne. Oui, mais ça, voilà, moi, cet été, j'ai lu les Mémoires d'Outre-Tombe, et Chateaubriand explique à des passages magnifiques, alors pas sur plein de sujets, mais notamment où il explique. Non, mais c'est très intéressant parce qu'il explique comment arrive la Révolution. Il dit le roi s'est mis en direct avec le peuple, et c'est vrai, le monarque s'est mis en direct avec le peuple. Il a squeezé le Parlement, il a squeezé le gouvernement, et ça peut pas bien finir. Parce que quand le peuple est content, il va directement sur le roi. Et le problème du gouvernement actuel est probablement qu'il n'y a pas d'institution ni de personnalité politique entre le chef de l'État et les gens qui ne sont pas contents. Mémoire d'Outre-Tombe. Voilà, comme quoi. Hein. De temps en temps, il ne faut quand même pas oublier de lire ceux qui sont morts. On est un peu pris, quand on aime la lecture, etc., on est un peu pris dans l'actualité, la rentrée littéraire. Puis de temps en temps, quand même, un bon vieil auteur mort, c'est pas mal. Paul, le mot de la fin? Que dire lorsque Erwan cite le chef-d'œuvre, mon livre de chevet, l'étudiant, le chef-d'œuvre de la littérature française. Ah, c'est vrai, tu considères que c'est le... Je ferai peut-être le lien avec le fil de l'épée de De Gaulle, puisqu'on parlait de position régalienne et de propos dans un cadre très régalien. On était dans la guerre il y a 18 mois. Pendant 18 mois, on a eu un pilote dans l'avion pour l'économie. Et aujourd'hui, on rentre dans une phase d'élection. On ne sait pas ce qui va se passer. Ouais. Zone grise, dit le patron de Force ouvrière. Les amis, merci beaucoup. Demain donc, Aurélie Planex et nous, on se retrouve lundi.